bienvenue officiellement dans le 420B04BB, langage de requête SQL. Ce cours-ci va travailler, ça le dit dans son nom, langage de requête SQL. On va apprendre un langage, ça ne sera pas un langage de programmation, ça va être un langage de requête. Puis c'est lequel langage de requête qu'on va apprendre? C'est le SQL. Tout ça dans le but de devenir un concepteur de base de données. Mais avant tout ça, là, il va falloir se demander, c'est quoi une base de données? À quoi ça sert? Puis qu'est-ce que ça l'implique quand on parle de base de données? Donc, la première question, la première thématique qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que ça fait une base de données? Pourquoi c'est utile? Fait que, à sa forme la plus académique, là, le principe d'une base de données, c'est d'être capable de stocker des informations de forme persistante. OK? Fait que là, ici, il y a beaucoup de mots qui ont été dits. Le principe de stocker des informations, on va l'explorer un petit peu. Le principe de donner, du data, c'est un gros mot qui a beaucoup d'implications qu'il va falloir un peu s'attarder dessus pour se poser des questions. Puis, on va avoir le dernier mot-clé qui est persistant. Donc, le principe, c'est qu'en ce moment, ma parole n'est pas persistante. Je le dis, puis peut-être que vous allez l'entendre, peut-être pas. Le principe de persistante, c'est que ça va rester fixe à travers le temps. Donc, quand on écrit quelque chose sur un papier, quand on enregistre un fichier dans un ordinateur, ça, c'est des choses qui vont être persistantes. Donc, les bases de données, ça nous permet de stocker des données de manière persistante. C'est un composant essentiel à la majorité des systèmes informatiques modernes. Donc, n'importe quoi qui a besoin de stocker des données va habituellement utiliser une base de données pour faire ça de la manière la plus facile et conviviale possible. Particulièrement aujourd'hui, toutes les entreprises vont avoir des bases de données, même si leur produit va être quelque chose de complètement différent. À l'interne, c'est toujours des bases de données qui vont être derrière pour la logistique, pour l'académique, des choses comme ça. On me demande, est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui, donc l'enregistrement, ça fait de mon bord, c'est pas un enregistrement par Zoom, fait que ça sera pas marqué dans Zoom que je fais l'enregistrement. Fait que oui, il est lancé, tout va bien. Mais c'est une bonne question à poser. N'hésitez pas à la poser à chaque début de cours, parce que la fois que je vais l'avoir oublié, ça va vous sauver d'avoir manqué la captation. Donc, c'est utilisé dans toutes les entreprises. Donc, j'ai besoin de sauvegarder c'est quoi les ventes que je fais à chaque semaine. Ça va être une base de données. J'ai besoin d'avoir une liste de clients que je vais être capable de rappeler à chaque début de saison. J'ai une base de données. J'ai une liste d'employés, puis je veux savoir c'est quoi leurs différents courriels, leurs différentes adresses. Ça va être dans une base de données. Donc, une base de données, c'est maintenant partout. Il y a en plus de ça des entreprises qui travaillent particulièrement avec des données, quand on parle de souvent la science des données, quand on parle de monde de l'intelligence artificielle, quand on parle de monde des finances. Là, ici, les données sont beaucoup plus centrales. Okay? Mais en gros, toutes les entreprises vont avoir besoin de bases de données puis de gestionnaires, concepteurs, exploitateurs de bases de données. On a dit qu'on veut stocker des données de manière permanente. Fait que là, ici, il y a une question de c'est quoi une donnée. Donc, une donnée, c'est une information que je veux stocker. Fait que si je veux stocker le nom de quelqu'un, ça va être dans l'ordinateur. Si je veux stocker l'âge de quelqu'un, ça va être une valeur. Si je veux stocker le salaire de quelqu'un, une date, une position sur la planète Terre en latitude, longitude, ça va être des données. Ça va être des informations. Le principe de la donnée, c'est comment est-ce que l'ordinateur fait pour être capable de prendre cette information-là, ce concept-là,
hein, le nom Hugo, l'âge, le salaire, la position, puis est capable de le stocker dans la mémoire de l'ordinateur. Parce que le principe, c'est qu'un ordinateur, à son plus bas fondement, là, ça a des transistors qui sont capables d'être à on ou à off. Hein? Fait que si tu as plusieurs transistors qui sont juste à on puis à off, le principe, c'est qu'on peut juste utiliser des 0 puis des 1 pour être capable de stocker les informations. Puis là, la question, c'est, ben là, si je veux stocker 27, hein, la valeur 27, comment je fais pour stocker ça dans un ordinateur quand il y a juste des 0 puis des 1? Puis si j'ai le nom Hugo, comment je fais pour stocker ça dans un ordinateur? Puis quand j'ai une photo, comment je fais pour stocker ça dans un ordinateur? Donc, le principe de données, ça va être une information qu'on convertit, ou en tout cas qu'on représente dans un système informatique. Puis, quand on fait ça, il y a des transformations, il y a des manières de faire, il y a des choses qui se passent derrière, là, qu'on n'ira pas nécessairement dans tous les détails. Mais il faut savoir que c'est pas magique, là. Okay? Quand on stocke une information dans un ordinateur, lui, il faut qu'il prenne un espace physique, là, quelque part. Là. Habituellement, c'est magnétique, là, mais c'est stocké. Il y a un nombre fini de données possibles que je peux stocker dans un ordinateur. Puis, quand je stocke, admettons, une valeur, admettons, je stocke l'âge de quelqu'un, ben, le principe, c'est que si je marque 50, puis si je marque 46 568, ça ne prend pas la même taille dans l'ordinateur. Hein? Donc, quand on va parler de données, puis quand on va parler de stockage de données, habituellement, dépendamment de la forme que la donnée va avoir, hein, est-ce que la donnée, ça va être une valeur numérique, l'âge de quelqu'un? Est-ce que la donnée numérique, ça va être du texte, hein, qu'on appelle des chaînes de caractères en informatique? Le nom de quelqu'un, Hugo Leblanc. Est-ce que ça va être une image avec des pixels, avec des couleurs RGB? Donc, ces différentes formes-là vont prendre différentes méthodes pour être capable de le stocker. Puis, quand on va vouloir stocker de l'information, il va falloir être explicite sur cette forme-là. Où c'est que là, je vais dire, je vais vouloir stocker une valeur numérique, puis je veux que la valeur numérique, elle peut aller de 0 à 500. Ou je veux stocker une image qui va être jusqu'à un maximum de telle taille. Ou je vais stocker une date, okay, qui va avoir un jour, un mois, une année. Fait que ces différentes formes-là, il va falloir être explicite, puis c'est ça qu'on va appeler le type de la donnée. Donc, quand on parle d'un type de donnée, ça va être de dire, ça va être d'expliciter la forme possible de la donnée. Donc, on va voir qu'il y a des termes spécifiques pour ça, okay? Mais il va falloir que je sois capable de dire, ben, à tel emplacement, ça va être de tel type, puis dans tel autre emplacement, ça va être de tel type. Puis là, ce qui va arriver, c'est que l'ordinateur va être capable de prendre un espace réservé. Hein, si j'ai dit, ben, ça va être une valeur entre 0 et 500, une valeur numérique, il va pouvoir prendre un espace très précis de mémoire, puis dire, ben, tu peux mettre n'importe quelle valeur à n'importe quel moment là-dedans, puis je sais que ça va fitter. Fait que, on a le principe de données, puis là, ici, je parle justement de principe d'information. Quand on parle de données, okay, puis qu'on parle de la représentation des données à l'intérieur de l'ordinateur, il va y avoir différents types de données. Okay? Donc, on va avoir la majorité des données là, vont être ce qu'on appelle des données simples. Okay? Où c'est que la donnée va être d'un certain type, mais ce type-là va pouvoir être très spécifique. Puis habituellement, ça va être quelque chose que l'ordinateur est capable de gérer de manière naturelle, ou en tout cas qui est habitué de gérer. Si je dis une valeur, okay, qui va être entre 0 et 1024, lui, il connaît très bien ça, il est très capable de faire ça. Okay, si j'ai dit stocke-moi un caractère de texte, il est habitué de faire ça. Si j'ai dit retiens-moi une valeur fractionnaire, il va être capable de faire ça. Tous ces trois exemples de données simples, okay, où c'est que
où le type est directement représenté dans l'ordinateur, puis qu'il a été construit pour être capable de représenter ça. Mais souvent, quand on va vouloir avoir une information, ça va être une information qui va être plus que juste une valeur là, ou juste une donnée simple. Hein, si comme information, je veux avoir un étudiant, hein, ben, l'étudiant, lui, il y a plusieurs données rattachées avec. Là. Il y a le nom de l'étudiant, il y a son numéro de DA, il y a le nombre de crédits, il y a les cours auxquels il est en ce moment inscrit, il y a les notes de ses différents cours, il y a son courriel, il y a son âge, sa date de naissance, le solde qui est de sa session pour payer l'école. Donc, c'est plus un amalgame d'informations, hein, mais qui représente un concept, un étudiant. Donc, on va appeler ça des types complexes, ou on va aussi parler d'enregistrement, quand on va prendre plusieurs données simples avec des types directs, puis qu'on va les mettre ensemble pour représenter un seul tout. Il existe un troisième type de données qui va être les types multimédia, les données multimédia. Quand on parle d'une image, quand on parle de son, de vidéo, ça va être des formats habituellement qui vont être propriétaires puis spécifiques à une application ou à une utilisation quelconque. Donc, dans ces cas-là, c'est un type qui est complètement comme disparate, que nous, on ne touchera pas nécessairement ça directement. Là. OK? Nous autres, on va plus travailler sur les versions de données simples ou données de type complexe. C'est ça qu'on va majoritairement utiliser. Fait qu'on a le principe de données, ça va bien. Là, il faut se demander un peu qu'est-ce que ça implique quand on parle d'une base de données. Donc, on a dit que c'est n'importe quoi qui va avoir un stockage de données persistant. Puis comme c'est un peu large comme définition, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont des stockages de données de manière persistante dans un ordinateur. Si je sauvegarde un fichier texte, un notepad.txt, là, puis je fais ma liste de to-do.txt, c'est du stockage persistant. Fait que, au sens académique, ça peut être considéré comme une base de données. Hein. Plusieurs fichiers texte ensemble que je mets dans un zip, ça peut être une base de données. Un fichier Excel, hein, qui va avoir des lignes, des colonnes, des cellules, je rentre des choses dedans, ça peut être considéré comme étant une base de données. Fait que, ici, au sens pur du terme, ça va être toutes des bases de données, mais quand nous, on va parler de bases de données, là, c'est pas de tout ça qu'on va parler. Nous autres, on va essayer de parler habituellement de quelque chose d'un petit peu plus spécifique, qui va habituellement parler de SGBD, donc de système de gestion de base de données. Donc, c'est un abus de langage. Donc, quand on parle de base de données, là, dans la vie, habituellement, ce qu'on veut dire quand on dit base de données, c'est une SGBD. Donc, un système de gestion de base de données. Donc, le principe d'un système de gestion de base de données, c'est un logiciel, c'est une application qui roule. Ici, là, faire attention, quand on parle d'un logiciel, quand on parle d'une application, c'est pas dans le même sens qu'on est habitué en tant qu'utilisateur informatique. Là. On pourrait dire Word, c'est une application, Chrome, c'est une application, mon explorateur de Windows, c'est une application, mais il existe beaucoup de logiciels qui ne sont pas des logiciels qui sont visuels. Hein? Donc, quand tu penses à ton ordinateur, affiche l'heure. Puis, peut avoir, mettons, des alarmes. Fait qu'il y a un logiciel qui roule qui se souvient de c'est quoi tes alarmes. Tu le vois pas, là. OK? Il roule dans l'arrière-plan, le background de l'ordinateur, mais il existe quand même. Donc, les SGBD, c'est des logiciels, mais qui ne sont pas des logiciels
auxquels on est habitué. Là. C'est des logiciels qui roulent en background ou qui roulent même des fois sur des ordinateurs externes qui vont être capables de faire quoi? Ben, de la gestion de bases de données. Hein? Donc, le but ici, c'est d'être capable d'avoir un logiciel qui roule tout seul, là, puis qui est capable de faire du stockage de données persistantes. Puis, en plus de ça, ce que ça nous offre, les SGBD, pourquoi est-ce qu'on les utilise, c'est que ça va nous donner beaucoup d'avantages sur juste, admettons, un paquet de fichiers dans Excel. OK? Donc, ça va nous donner des données qui vont être fortement structurées. Donc, quand on parle d'une structure, on va parler de qu'est-ce qui est possible à quel endroit d'écrire des choses. Donc, admettons ici, si on pense à Excel comme étant une base de données possible, Excel a une structure très faible. Pourquoi? Parce qu'admettons que je fais mon budget, là, OK? Puis là, admettons, j'ai mes différentes semaines, OK? Puis là, après ça, j'ai les différentes catégories. Puis que là, je décide d'écrire quelque chose 5 colonnes plus loin. Parce que je me suis trompé, je n'étais pas dans la bonne cellule. Excel, il ne va pas m'arrêter, là. OK? Puis là, toutes mes différentes règles que j'ai mises, ils vont toutes fucker, puis là, tout va exploser parce que okay, Excel n'a pas une structure forte. Il va te laisser écrire n'importe où, n'importe quoi, puis il va dire, ben, c'est à toi de gérer ça. Là. Si tu tires dans le pied, c'est ton problème. Fait que le principe d'avoir une SGBD fortement structurée, ben, ça va dire, voici la forme que je veux que ça aille. Puis, si tu commences à essayer de mettre des choses à d'autres places, là, moi, je ne te laisserai pas le faire. Ça va être quelque chose qui va être très rigide, puis qui va s'assurer que les données vont être bonnes, valides, puis qu'il n'y aura pas d'erreur de manipulation déjà faite. On va dire que ça va être persistante, donc on va voir qu'il y a certains éléments de fiabilité où c'est que comme si ça plante, ça va être capable de revenir de manière automatique à des fonctionnalités correctes. On va aussi parler que la structure va être définie d'avance. Donc, on va voir que ça va ressembler beaucoup le concept derrière les bases de données relationnelles qu'on va utiliser. Ça va être beaucoup représenté sous des tables, okay, avec des colonnes, des lignes, là, comme ce qu'on écrirait dans Excel. Mais le principe, c'est que qu'est-ce que je suis capable d'écrire, c'est quoi le nom des colonnes, des choses comme ça va être défini d'avance. Donc, cette définition-là, que je veux faire d'avance, okay? Une description de qu'est-ce que je vais pouvoir enregistrer, c'est ce qu'on appelle un schéma. Donc ici, le mot schéma, ici, là, c'est comme un plan de la structure des données. Okay? C'est le mot qu'on utilise, on va le revoir plusieurs fois, mais souvent quand on tombe sur des nouveaux mots, j'aime bien prendre un petit instant pour être capable de s'assurer qu'on comprenne bien. Puis si vous en souvenez pas, puis que tu sais que j'ai dit que c'était quelque chose d'important, n'hésitez pas à poser la question pour s'assurer de ne pas trop être perdu au fur et à mesure qu'on avance. Donc, tous ces différents éléments-là, c'est des choses qui sont apportées par les SGBD. Donc, en anglais, c'est des DBMS ou DBMS, en anglais, des Database Management System. Donc, c'est quelque chose qu'on va installer sur notre ordinateur, mais qu'on n'utilisera pas directement. Okay, ça roule en background, on n'a pas d'interface directe. Donc, le principe, c'est que c'est lui qui va gérer la mémoire de ça. Nous autres, on n'ira pas là-dedans pour l'instant. Mais si ça roule en background, là, si moi, je n'ai pas un accès direct pour être capable de travailler avec, là, comment est-ce que je fais pour stocker mes données? Hein, si je n'ai pas d'interface, si je n'ai pas quoi que ce soit. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour interfacer, hein, comment est-ce qu'on fait pour utiliser, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec une SGBD? Puis là, ici, je dis SGBD, là, mais le principe, c'est que je vais dire juste base de données dans le futur, là, puis c'est implicite que je veux parler de SGBD. Donc, quand on travaille avec la SGBD, comment est-ce que je fais pour
travailler avec, on va utiliser ce qu'on appelle un langage de requête puis un langage de définition de données. Donc, on va utiliser un langage, des mots précis avec une formulation précise pour être capable de communiquer avec elle puis qu'elle puisse répondre à nos besoins, qu'elle puisse répondre à nos demandes. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que le cryptage ou l'encryption de données se fait au niveau de la RGBD? Oui, c'est les genres de choses que la RGBD peut faire sans problème. De hachage, on va regarder d'autres systèmes tantôt aussi. Mais là, ici, on parlait de comment interfacer que notre base de données. Donc, on va avoir un langage. Okay? Puis là, il va y avoir dans le langage, qui est le SQL, il va y avoir plusieurs parties du langage pour différentes étapes. Donc, il va y avoir le langage de définition de données, le LDD, ou en anglais, le Data Definition Language, le DDL, qui va me permettre de créer le schéma de la base de données. On se souvient, le schéma, c'est le plan pour la structure. Donc, le principe, si on fait un petit exemple rapide de comment est-ce qu'on fait pour stocker des données dans une base de données, puis là, je vais utiliser un exemple de la base de données relationnelle. Là. Il y en existe d'autres plus bizarres. Donc, ici, on fait un petit test. Je vous dis allô. Est-ce qu'on voit allô? Excellent. Donc, le principe des bases de données relationnelles, ça va être d'être capable d'avoir les informations sous forme de table. Fait que le principe, c'est une fois que tout est fait, là, okay, dans les données, dans les fichiers qui est stocké dans l'ordinateur, on va avoir quelque chose comme genre, j'ai une table qui va s'appeler client. Puis à l'intérieur de cette table client-là, on va avoir une première représentation de différentes colonnes d'informations. C'est comme, mettons, j'aurai le nom, puis j'aurai le téléphone. OK? Puis là, une fois que j'ai ça, ben, je vais pouvoir avoir plusieurs enregistrements. Fait que, mettons, Bob, puis Annie, puis Céleste, qui vont avoir chacun et si vous me permettez, puisque je suis en train d'écrire avec un stylet, de faire fi de tout le restant de l'information. Mais le principe ici, c'est qu'on a des informations stockées. Puis les informations stockées, il va y avoir des données. Les données en ce moment là-dedans, là, c'est cette partie-là ici. Là, Le nom de quelqu'un, le numéro de téléphone, c'est des données. Quand on parle du schéma, le schéma, c'est la forme, la structure que ça va avoir. Ben, le schéma, c'est cette partie-là ici. Là. J'ai quelque chose qui s'appelle client, qui va être délimité en deux sections. Une première section qui va être des noms, une deuxième section qui va être des téléphones. Puis là, je vais pouvoir dire, ben ici, j'ai, mettons, des chaînes de caractères, du texte. Ici, ça va être quelque chose qui ressemble à un numéro de téléphone. C'est ça qu'on parle quand on a des informations dans la base de données. Fait que là, la question, c'est que pour être capable de gérer ça, il va falloir avoir une première section qui va me dire comment ça va avoir de l'air ça. C'est de ça qu'on parle quand on parle du langage de définition de données. Ça va être comment est-ce que je fais pour représenter ça. Puis une fois qu'on va avoir cette partie-là, on va avoir une autre section qui va travailler sur l'insertion de données. On va en jaser un petit peu tantôt. Regardons un peu, c'est quoi le système qui va nous permettre de travailler avec ce langage de requête-là. Okay? Parce qu'on a ici le principe de notre système de gestion de base de données. Juste être certain, est-ce que vous voyez mon curseur qui bouge? Oui, c'est bon. Parce que là, il y a pas mal de stock, là, fait qu'on va pointer avec. Donc, on a le système de gestion de base de données. Ça, c'est la chose qui roule sur un ordinateur, qu'on va installer aujourd'hui, qui va être capable de s'exécuter.
Puis lui, derrière, il va avoir de la mémoire dans les fichiers habituellement là, qui va être sur le disque. Pardon. Qui va être sur le disque, qui va stocker les différentes informations. On peut voir ici, les données vont être stockées. Puis on va aussi parler des métadonnées. On va revenir à ça dans un instant. Mais le principe, c'est qu'on va avoir notre application, notre logiciel qui roule. Puis pour être capable de travailler avec cette base de données-là, ben, il va falloir avoir différents rôles, dépendamment de ce qu'on fait, puis différentes actions qui vont être capables de travailler avec cette base de données-là. Donc, le principe, c'est que différents types de personnes vont être capables de travailler avec. Comme on a les administrateurs de la base de données qui, elles, vont être capables de faire l'édition du schéma en envoyant des requêtes spécifiques avec le langage de définition du schéma. On va avoir des programmeurs ou des utilisateurs experts qui vont être capables de, mettons, créer une application qui vont être capables de parler à la base de données. Puis après ça, il va y avoir les utilisateurs qui vont utiliser d'autres applications qui, elles aussi, vont parler à la base de données. Parce que le principe, c'est, admettons, j'utilise mon logiciel bancaire sur mon téléphone. Ce logiciel-là, il a été écrit par quelqu'un, ça a été fait dans un langage de programmation. Mais là, quand je rentre mes informations de compte, là, puis il m'affiche mon solde, mon téléphone, il ne savait pas c'était quoi mon solde. Là. Mon téléphone, il a fallu qu'il aille parler à une base de données, puis que la base de données y réponde, puis que là, ces informations-là soient affichées d'une manière conviviale dans l'application spécifique. Fait que comment il a fait pour communiquer avec la base de données, recevoir la réponse, puis voir l'information? Ben, c'est là qu'on parle de interfacer avec la base de données, puis être capable de travailler avec. Donc, on a une première partie qui, on disait le LDD, le langage de définition de données, ça permet de travailler avec le schéma. Mais on peut voir ici que les utilisateurs, quand on travaille avec les données elles-mêmes, c'est pas le LDD, ça va être le langage de manipulation de données. Donc, une fois que j'ai créé ma structure, une fois que j'ai créé mon schéma, qui me dit j'ai le droit de mettre quoi où, ben là, ça va être le temps de mettre des informations dans la base de données, modifier les informations, supprimer les informations ou aller voir ces informations-là. Quand moi, je m'en vais voir mon solde, c'est... il n'y a pas rien de spécial direct. Fait que, on a ici les manipulations de données, 4 actions, qui sont les actions standards quand on travaille avec des données. On va dire qu'on va lire les données, ou le terme officiel, c'est sélectionner des données. On va pouvoir insérer ou ajouter, supprimer, déliter, ou modifier ou mettre à jour des données déjà existantes. Fait que ces différentes actions-là vont avoir une autre partie du langage qui va être le langage de manipulation de données, ce qu'on appelle le LMD, le Data Manipulation Language. Puis c'est là qu'on va parler du SQL. Parfait. Il existe des manières de travailler avec ces langages de manipulation de données-là que nous, on ne verra pas dans ce cours-ci, là, mais que vous allez voir dans d'autres cours. Comment est-ce que je fais pour créer une application qui va être capable d'utiliser ce langage-là pour être capable de parler à une base de données? C'est des choses que nous, on ne verra pas. Nous autres, on va utiliser des logiciels d'interface, ce qu'on appelle des clients de base de données. Donc, la base de données roule en background. Puis nous autres, on va avoir un deuxième logiciel qui va juste exister pour être capable de envoyer les requêtes, recevoir les résultats, puis juste avoir un affichage très de base, mais qui est fait pour des experts, pour être fait pour des administrateurs de bases de données. Donc, ça va me permettre d'envoyer des requêtes, de recevoir les résultats, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que nous, on va prendre le rôle de l'administrateur de la base de données. En anglais, le Database Administrator, le DBA. Donc, lui, c'est la personne habituellement dans une entreprise qui va être responsable de la gestion de la dite base de données, du maintien des schémas, de l'édition du schéma. Quand on travaille avec ces données-là,
qui ne sont pas les données de l'information que je veux stocker. Hein. Si on revient à notre exemple de tantôt, les données que je veux stocker, c'est Bob, Annie, Céleste avec le 438, blablabla. Ça, c'est les données. Hein. Mais quand on parle du schéma, on s'était dit, c'est ça ici, c'est cette partie-là. C'est le fait que ça s'appelle client, qu'on a une séparation de ce qu'on dit 2 colonnes, puis qu'il y en a une qui est le nom, il y en a une qui est le téléphone. Fait que ça ici, c'est le schéma. Ben, ça, il faut que ça soit stocké quelque part aussi. Hein, ça peut pas, il ne peut pas deviner que tu as besoin d'une table client. Fait que quand on travaille sur pas les données directes, hein, mais des données qui sont autour des données que je veux avoir pour de vrai, c'est ça qu'on appelle des métadonnées. Hein, donc, un autre exemple, quand, mettons, je prends une photo avec mon téléphone, les données de la photo, c'est les différents pixels de couleur qui créent ce que tu as pris en photo. Mais quand tu regardes dans ton téléphone aussi, c'est quand est-ce que tu as pris la photo, où tu as pris la photo, tu as de l'intelligence artificielle qui est capable de taguer le monde dans la photo. C'est des données aussi, ça aussi, là. Mais c'est pas la photo elle-même. C'est des données qui s'apparentent à la donnée. C'est ça qu'on appelle des métadonnées. Okay? Donc, quand on parle de metadata, c'est des informations connexes qui viennent avec les données, mais qui ne sont pas les données elles-mêmes. Exactement, on parle de multimédia. Si, admettons, on écoute une chanson, hein, c'est le sonore, c'est les données. Hein? L'impulsion audio, le waveform, ça, c'est les données, mais avec, habituellement, ce fichier-là, tu as le nom de l'album, l'artiste, l'année, blablabla, tout ça, c'est des métadonnées. Fait que ces métadonnées-là, il faut qu'ils soient stockés aussi par la SGBD. Fait que, habituellement, on va parler d'un dictionnaire de données, le Data Dictionary, ou le Metadata Database, qui va être cette partie-là. Donc, si on regarde notre petit graphique de tantôt, hein, les fichiers ont les données, mais ils ont aussi les métadonnées qui sont stockées, qui vont être sur le disque quelque part. On ne sait pas nécessairement comment il va les gérer, c'est pas à nous de savoir ça, parce que ça va être le logiciel de SGBD qui va faire ça pour nous. Fait qu'il va y avoir différentes manières de travailler avec des bases de données. Donc, nous, on va... en tant qu'utilisateur, souvent, on va avoir un principe. Nous autres, dans le cours, on va utiliser une méthode simplifiée, qui va être l'architecture client-serveur. Fait que le principe, c'est on va avoir un serveur, puis ici, c'est 2 ordinateurs, là, mais c'est pas obligé des 2 ordinateurs. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est que ça va être le même ordinateur qui va se communiquer à l'interne. Hein? Mais on va avoir un serveur qui va avoir la SGBD, donc notre logiciel, puis qui va avoir les fichiers qu'il va être capable de travailler avec. Puis pour faire l'interface, on va avoir un programme applicatif. Donc quelque chose qui a une interface. Je peux cliquer sur des pitons, puis lui va être capable de communiquer avec le logiciel de la SGBD pour que je puisse l'utiliser normalement puis convivialement. Fait que nous, dans le cours, ça va être cette architecture-là qu'on va majoritairement utiliser. Dans la vraie vie, quand on va être des utilisateurs de bases de données, habituellement, ça va être une architecture à 3 niveaux. Ce qu'on appelle le 3-tier architecture. Donc, ce principe-là, c'est qu'on va avoir un logiciel qui va être le logiciel utilisateur. Donc, le principe, c'est, encore une fois, je reprends mon exemple de mon application de compte bancaire. Ben, j'ouvre ça sur mon téléphone. Mais il va y avoir un intermédiaire entre les deux. C'est quoi le but de ça? C'est que, en tant que banque, je ne voudrais pas que mes utilisateurs aient un accès direct à la base de données. Parce que s'ils ont un accès direct, en tout cas, moi, personnellement, si j'avais un accès direct à la base de données de ma banque, je ne serais pas en train d'être enseigné ici, parce que dans mon solde serait soudainement à plusieurs milliards de dollars. Quoi que j'enseignerais sûrement peut-être, c'est ma passion pareil, mais gardez-moi l'exemple du principe de
d'avoir un accès direct de tous à la base de données, c'est pas une bonne idée. Fait que ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir une étape intermédiaire, un niveau intermédiaire de ce qu'on appelle un serveur d'application. Fait que le principe, c'est que quand moi, j'ouvre mon cellulaire, j'ouvre mon application, j'ai l'interface, et puis là, je rentre, mettons, mon information de compte, mon username, mon password, blablabla. Ben là, ça va demander à un serveur intermédiaire, un serveur d'application, hey, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Premièrement, est-ce que c'est la bonne personne? Puis là, lui, il va demander à la base de données. Puis là, la base de données va répondre, oui, OK, c'est legit, c'est la bonne personne. Puis voici ses informations de compte. Puis là, lui, il va être capable de me transférer ça. Donc, la base de données est comme isolée, protégée. Puis, on a un serveur qui est fait expressément pour l'application utilisateur qu'on va utiliser. Fait que ça, c'est habituellement qu'est-ce qui va se passer quand on a des applications qui ont des utilisateurs qui ont besoin d'aller travailler avec une base de données. Il va y avoir une étape intermédiaire. Il existe une variation de ça où on va avoir des bases de données qui vont être réparties. Donc, j'ai un programme, je parle à une base de données, puis là, si la base de données a besoin d'être à différents endroits ou si elle a besoin d'être répartie, parce que sinon, d'avoir juste un endroit central, ça peut être problématique du point de vue, genre si ça plante, tout le monde commence à brailler. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des SGBD répartis. C'est pas quelque chose que nous, on va voir dans ce cours-ci, c'est quelque chose que vous allez voir habituellement dans d'autres cours, pas nécessairement avec les bases de données relationnelles, là, mais beaucoup de bases de données sur le web sont capables d'être réparties comme ça pour être capables de distribuer la charge de travail, pour avoir des endroits physiques qui sont partout dans le monde. Donc, il faut être capable de, même si tu as une base de données qui est installée sur 8 ordinateurs, qu'ils soient capables de communiquer ensemble pour avoir comme des informations qui vont devenir communes. Fait qu'on a ces différentes possibilités-là. Parfait. Il y a différents autres types que nous, on ne verra pas. Le principe, c'est les bases de données, à quoi ça va servir? Ben, ça va nous servir surtout par rapport à juste, admettons, j'envoie un paquet de fichiers Excel. OK? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ben, ici, on aura un exemple, OK, dans Excel, là, où c'est qu'on a des informations, puis là, j'ai un fichier Excel de client, j'ai un fichier Excel de commande, Puis là, le principe, c'est que j'ai recopié de l'information pour savoir c'est quoi les numéros de téléphone de chacun. Mais à un certain moment, si je change l'information dans un des deux fichiers, je viens de me gourer là, parce que si je change l'information d'un bord, puis que de l'autre bord, il n'a pas été changé, j'ai maintenant de l'information qui vont être une des deux informations qui est invalide. Puis, il n'y a pas personne qui va me dire que j'ai fait cette erreur-là. Fait que là, quand à la fin de l'année, j'appelle tout le monde, ben là, il y a une des personnes qui ne répond pas. Puis là, je pense que cette personne-là a fermé. Ça cause plein de problèmes. Donc, les SGBD vont nous permettre de travailler sur ce genre de problématiques-là. OK? Donc, quand on travaille avec des SGBD, à la place d'utiliser juste des fichiers directement, on va avoir des principes d'indexage, d'hachage, des mécanismes d'organisation, de redondance pour être capable de ne pas arriver sur ces genres de problèmes-là. Autre type de problème qui peut arriver, c'est des problèmes d'intégrité sémantique. Donc là, c'est des gros mots, là. Le principe d'intégrité, c'est de dire qu'une valeur va être valide ou pas. OK, donc si, admettons, j'ai une base de données dans laquelle il y a des âges de personnes, puis là, il y a un des âges qui est 42 547. C'est comme, OK, ma base de données a perdu son intégrité parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure à l'intérieur. Donc, le principe d'intégrité, c'est d'être capable de dire ça a de l'allure. Fait que l'intégrité sémantique, bon, la sémantique, en gros, c'est des règles qu'on peut appliquer pour être capable d'établir une logique. Fait que une intégrité sémantique sur les âges, ça serait de dire, ben, il faut que ça soit entre 0 et, admettons, genre 150. Pour
être future-proof, là, okay? Quelqu'un qui a plus que la valeur 150 en âge, c'est pas supposé avoir d'allure. Fait que quand on a ces intégrités sémantiques-là, on peut avoir ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité sémantique. Puis on va être capable de dire, ben, dans cette place-là, là, tu peux juste marquer des valeurs de 0 à 150. Si tu essaies de marquer autre chose, moi, je vais t'arrêter. On a aussi des principes de contrôle de concurrence. Donc, si je suis en... Parce que le principe de la base de données, c'est que plusieurs personnes vont être capables d'y demander des choses en même temps. Puis, l'ordinateur, lui, est juste capable de faire une chose à la fois. Il est capable de le faire bien vite, puis il est capable de changer de contexte, puis essayer de faire plusieurs choses en même temps, mais il n'est pas vraiment capable de faire plusieurs choses. Fait qu'il va toujours essayer de le mettre en ordre. Fait que si on a un exemple, OK, dans le temps, là, où c'est que j'essaye de faire, admettons, 2 dépôts en même temps. J'essaie de déposer 5 $, puis j'essaie de déposer 2 $. De 2 sources différentes. Mais là, lui, de la manière qu'il fait, il va comme prendre le solde en premier, puis là, il va mettre ça en mémoire. Mais là, il va prendre le solde pour la deuxième opération, il va le mettre en mémoire. Puis là, le principe, c'est qu'à ce moment-là, il n'aura pas été capable de faire les deux en même temps. Puis, ça va faire en sorte qu'il y a une des 2 opérations qui va juste être perdue sans avoir fait exprès. Là. Okay? C'est comme essayer de travailler à la chaîne ou travailler en parallèle, mais avec juste du monde qui se crie des informations. Là. Okay? Oui, OK, mais juste le temps de te retourner, tu as perdu quelque chose, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes de concurrence, hein, d'essayer de faire plusieurs choses en même temps puis d'échapper des affaires. Donc, les LGBD vont être capables de contrôler pour ne pas avoir ce genre de problématique-là. Il va aussi avoir un principe de fiabilité. Donc, d'être capable de s'assurer que la base de données, même s'il y a une panne, même s'il y a un bris, il y a une panne de courant, okay, l'application plante, la LGBD a des mécanismes, des fonctionnalités qui vont nous permettre d'assurer qu'on va revenir dans un état qui est cohérent, dans un état qui est intègre. Donc, la fiabilité nous permet de vraiment dormir en paix, okay, que les informations vont être gérées derrière. On va donc avoir, pour être capable de travailler avec ça, là, quand on fait des modifications, quand on utilise notre langage pour rajouter des données, on va avoir un principe d'un journal des transactions, hein, ce qu'on appelle des logs en anglais, pour être capable de dire, OK, ben, on était rendu là, puis comme ça a planté, fait que peut-être que je veux revenir en arrière pour que ça revienne à un état qui est correct. On va aussi avoir le principe de sécurité. Okay? Donc, les LGBD vont avoir un contrôle de sécurité très, très granulaire, très, très fin. Tu vas avoir différents comptes qui vont avoir des rôles, qui vont avoir certaines permissions. Fait que tu peux dire, toi, tu peux juste aller faire des lectures. Toi, tu peux juste faire des écritures de telle affaire. Toi, tu peux créer des nouvelles tables. Toi, tu peux, toi, tu peux faire telle chose. Puis là, décider, OK, granulairement, qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas. Quand tu utilises, admettons, juste un fichier Excel, hein, donc la chose de peur, puis je ne sais pas si vous avez travaillé dans des petites entreprises avant, là, mais tu sais, tu as un dossier partagé là, sur plusieurs ordinateurs, là, puis tu as comme un fichier Excel que tout le monde est en train de travailler dessus en même temps. Là. C'est toujours catastrophique, ça. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait un petit contrôle là, qui sélectionne tout, delete, save, puis là, tu es comme fuck, comme il n'y a pas personne qui... Le stagiaire, OK, il a tout délité, comme pourquoi est-ce qu'il a eu le droit d'avoir tout délité, comme c'est... Ben là, c'était juste un fichier Excel, t'es comme ah, fuck. Fait que ces genres de choses-là, c'est des choses qui sont facilement gérées à l'intérieur de la base de données. On va aussi avoir un principe de transaction. On va revenir à ce principe-là plus tard. Là. Mais le principe d'être capable de prendre plusieurs opérations en même temps, puis d'être capable de les faire d'un coup, pas d'un coup, de manière consistante. Donc, il y a des propriétés qu'on va aller voir un petit peu plus tard pour être capable de jaser de ça. On va aller voir comment, quand on travaille avec une base de données, est-ce qu'on peut avoir un exemple typique? Okay? Donc, on va aller voir c'est quoi les choses qu'on va faire. Là. Puis là, là, ce qu'on vient de voir, c'est un peu comme un éventail de concepts. Là, on va aller faire de la pratique, mais c'est de la pratique que c'est ça qu'on va faire dans les 13 prochaines semaines. Là. Okay?
Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut apprendre là, on n'ira pas dans les détails de chacun des éléments. C'est juste une espèce de survol là, pour se donner une idée générale de où c'est qu'on s'en va, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça va donner ultimement. Mais avant de faire ça, on va se prendre une autre petite pause. Je pense qu'on était bon avec le petit 15 minutes pour l'instant. Fait qu'on reviendrait à 13h10. Non, 15h10. Pour regarder un exemple qui va nous donner cette base de données-là avec des 3 tables puis des informations à l'intérieur. Fait que on revient à 15h10. À tout de suite. Donc, re-bienvenue de la pause. Donc, on va regarder dans cette deuxième partie le principe de utilisation de notre langage de définition de données, notre langage de manipulation de données, pour créer une base de données avec des tables, avec des colonnes, avec des enregistrements. Puis on va voir comment ça se passe. Hein, parce que je dis, j'avais des ordi avec des éclairs entre, là, mais c'était pas clair exactement qu'est-ce que ça implique, là, des éclairs. Donc, ici, j'ai une base de données que moi, j'ai déjà installée. On va faire ça, nous, plus tard. Là. Fait que pour l'instant, on fait juste regarder. Là, on ne va pas aller en détail derrière qu'est-ce qui se passe dans chacun des éléments. Donc, on a cette base de données-là qui roule. OK, moi, elle roule sur un serveur. Puis, j'ai ici une application qui va me permettre de se connecter à cette base de données-là pour être capable d'envoyer des requêtes, puis d'être capable de recevoir les réponses de ces différentes requêtes-là. Donc ici, le principe, c'est qu'on a différentes manières de faire là, une fois qu'on a l'application, mais on peut travailler avec directement des requêtes textuelles. Donc le principe, c'est un langage. On dirait que c'est le SQL, le SQL. C'est le langage qu'on va utiliser pour parler à notre base de données. Donc, moi, ici, je peux écrire des choses, puis ces choses-là vont être interprétées par la base de données, puis il va me créer une entité qui va représenter un endroit où c'est que je peux stocker des données. Encore une fois, le principe ici, ce n'est pas nécessairement de comprendre chacun des éléments que je parle, c'est de voir un peu l'arc total là, de qu'est-ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Chacune des étapes qu'on fait aujourd'hui, on passe plusieurs heures sur la minutie de chacune de ces étapes-là. Là. Fait que si je veux être capable d'insérer des données, on avait dit que nous, notre base de données, il fallait qu'il y ait une structure définie à l'intérieur d'un schéma, donc la manière que les choses vont être sauvegardées. Fait que nous, notre schéma, la création de notre schéma va passer à travers la création de tables. Donc, tantôt, quand on regardait notre petit élément ici, on disait ça, c'est la table, ça, c'est les données, puis ça ici, c'est le schéma. Donc, moi, il faut que je sois capable de créer cette partie-là ici. Là. Évidemment, de faire des dessins, je ne peux pas faire ça sur mon ordi. Fait que, il va falloir que j'utilise un langage qui me permet... Oups, c'est pas la bonne chose. On va y aller avec ça ici. Un langage qui va me permettre de définir ces choses-là d'une manière explicite. Fait qu'on peut voir ici, quand on a des commandes, des instructions, on a le terme qui est utilisé, on a le nom de l'élément, puis là, on peut voir à l'intérieur, on va avoir différentes colonnes qu'on peut nommer nous-mêmes. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que après ça, on va avoir ce qu'on appelle le type de la donnée. Donc, on a parlé tantôt du type. Quand on veut sauvegarder quelque chose, il faut être capable de dire ça va être quoi le type de la donnée derrière. Donc là, ici, on a différents types. On ne sait pas c'est quoi que ça veut dire varchar ou integer pour l'instant. On va aller le voir dans les prochaines semaines. Puis après ça, on a aussi d'autres options
quand on veut avoir les contraintes d'intégrité sémantique. Quand je veux appliquer une règle spéciale, on peut, avec le type, avoir comme d'autres instructions spéciales qu'on va pouvoir utiliser. Pour l'instant, c'est marqué primary key, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est correct, c'est pas une problématique. C'est juste comme une option additionnelle qu'on va avoir créée. Fait que là, le principe, c'est que je peux exécuter cette partie de code-là. Et quand je l'exécute, je peux voir ici que c'était un query qui a réussi avec succès en 75 millisecondes. Okay? Puis là, le principe, c'est que si je vais voir à l'intérieur de la base de données, la base de données va avoir un paquet de choses qui va sauvegarder. Là. Hein? Parce qu'on avait vu que, oui, OK, il y avait des données, mais dans la base de données, il y a beaucoup plus que des données. Là, hein? Il y a beaucoup de métadonnées aussi. Donc, à chaque fois que la base de données sauvegarde une métadonnée quelque chose, habituellement, on va parler d'objet de la base de données. Donc, quand on parle d'objet, c'est n'importe quoi que la base de données sauvegarde qui n'est pas directement des données. Fait qu'on peut voir ici qu'on a un paquet de types d'objets. Hein, donc, il y a des classes, des catalogues, des event triggers, des extensions, des languages, des publications, des subscriptions. Ils sont en ordre alphabétique, ils ne sont pas en ordre d'importance. Nous autres, la chose qu'on va aller voir le plus souvent, c'est nos différents schémas. Hein, dans nos schémas, c'est la manière de construire les choses. On peut voir qu'il y en a plusieurs. On va rejaser de comment ça fonctionne. Il y en a un en ce moment qui a été automatiquement créé, qui s'appelle Public. C'est là-dedans qu'on va aller regarder. Puis encore une fois, dans celui-là, il y a un paquet d'autres objets possibles, encore une fois. Là. Il y a des aggregates, il y a des collations, il y a des domaines, il y a des FTS, parsers, templates, foreign tables, functions, materializable operators, procedure sequence, tables. Okay? Donc, on a les différentes tables qui sont à l'intérieur stockées ici. On voit ici, encore une fois, c'est en ordre alphabétique, ils ne sont pas en ordre d'importance parce que c'est les tables qui sont les plus importantes. Là. Fait que ici, si je fais un petit refresh, je vais pouvoir voir que j'ai la table client que je viens tout juste de créer. Je peux voir que la table a été marquée en minuscule. Ça, c'est un élément intéressant. On va rejaser de ça un petit peu plus tard. Puis, cet objet-là, cette table client-là, si je regarde, elle a plusieurs objets à son tour. Hein, fait que elle a plusieurs colonnes. Hein, c'est quoi les colonnes? Bien là, c'est les 4 que j'ai déjà spécifiées. On peut voir ici qu'il y a des contraintes, il y a des règles, il y a des triggers en ce moment qui n'ont rien dedans. Là. On peut voir en fait que dans les contraintes, il y en a une contrainte qui existe. Hein, parce que j'avais marqué quelque chose ici. Là. Le primary key. Ça avait fait, on ne sait pas ce que ça implique, là, mais on voit c'est quoi le nom, on est capable de lire. Puis on peut voir ici que c'est P-key hein, pour primary key. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué ici a une implication quand je l'ai sauvegardé. Fait que je suis capable de faire ce genre de modification-là. Fait que là, ici, mettons, j'ai créé la première table. Fait que je peux continuer. On voulait créer 3 tables et être capable d'insérer des valeurs à l'intérieur. Donc, j'ai une table compte. Puis on peut voir ici qu'on a aussi le primary key décrit. On peut voir ici, on a un autre type, hein, sont en bleu. Puis on peut voir ici des contraintes. Puis là, il y a certaines contraintes qui vont être plus faciles à comprendre que d'autres. Fait qu'on peut voir ici qu'on a un check hein, qui va dire il faut que le solde il soit plus grand que 0. Hein, donc là, c'est une contrainte sémantique hein, de règles que je veux m'assurer que ça marche à l'intérieur de ma base de données. Puis là, on a un autre élément ici qui va faire référence à une autre table. Fait que si on regarde, puis on revient à notre petit diagramme, le principe, c'est que si je regarde ma table client, on a à l'intérieur, oups, il faut que je fasse ça ici. Donc, si on regarde ma table client, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a différents clients, mais les clients sont représentés par un nombre. Hein? Fait que dans les autres tables, quand je vais dire qu'un compte a été ouvert, mais c'est un client qui rouvre un compte,
comment je vais faire pour dire, ben, c'est ce client-là, je ne vais pas recopier toutes les informations. On va faire en sorte d'avoir une référence. Hein? Fait que si c'est le client numéro 10, je sais que c'est Huge Paycheck qui l'a ouvert. Sans avoir à réécrire toutes les informations ici. Là. OK? Donc, quand on travaille avec ce genre d'éléments-là, on peut avoir des références qui vont être écrites. Donc, j'exécute ça. On voit ici le Create Table, c'est Return Successfully. Si je rafraîchis cet élément-là, je peux voir qu'on a les 3 tables qui ont été créées. Fait que maintenant que j'ai les tables, je vais vouloir être capable, encore une fois, tu sais, là, c'est une version ultra simplifiée de qu'est-ce qu'on s'en va faire. On va rejaser. Le Create Table, c'est nous des 2 prochaines semaines. Là. OK, là, donc, on va passer en masse de temps là-dessus. Ben, des 2 prochains cours, on a 2 cours par semaine durant les premières semaines. Là. Fait que, mais comme on va regarder très en détail le Create Table. C'est juste, encore une fois, une vision comme rapid fire de comme voir où c'est qu'on s'en va. Là. Fait que, une fois qu'on a créé les tables, puis en passant, là, j'ai utilisé le langage directement, SQL. Souvent, avec les interfaces, je vais avoir des méthodes alternatives. Fait qu'ici, je peux, dans mon interface, demander de créer une table. OK? Puis là, je pourrais avoir une table d'achat, mettons. Puis que là, après ça, à l'intérieur des différentes colonnes, je peux rajouter une colonne, OK, qui va s'appeler produit, OK. Puis j'aurai un autre tab ici qui pourrait s'appeler vente, OK. Puis là, ici, on peut voir ici les types. Puis là, il y a une série de types qu'on peut sélectionner, tu sais. Puis, une fois qu'on a ça, attends, mettons, on va vers... chose de même. On peut voir que une fois que j'ai fait des choses, je peux même aller voir le SQL qui créerait ça pour voir qu'est-ce que ça donne. OK, donc on peut voir que d'écrire ça ou de remplir tous les différents éléments, c'est synonyme. OK? Fait que nous autres, on va voir comment ça marche dans son fondement avec le langage, mais il faut savoir qu'on a aussi des options à travers l'interface pour nous faciliter la vie. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne ça, mais on débute, on commence, il faut commencer au commencement, puis c'est en commençant qu'on commence. On a créé les tables. On veut, puis en passant ici, ce qui est intéressant, c'est que hein, j'ai un environnement où c'est que je peux envoyer une requête. Une fois que la requête est envoyée, c'est fait. Là, hein? Il y a pas, c'est pas comme un fichier que je reroule ou des choses comme ça. C'est juste une affaire où c'est que j'envoie la requête est faite, les tables sont là, OK, il reste là. Fait que je peux vouloir insérer une valeur. OK, fait que là, ici, c'est d'autres types de commandes. Hein, maintenant que j'ai le schéma, maintenant que j'ai utilisé mon langage de définition de données pour être capable de faire le schéma, je vais, après ça, être capable d'insérer des informations comme ben, dans ma table client, je veux, puis là, ici, j'utilise les différentes colonnes où c'est que j'insère l'information. Fait que là, ici, quand j'exécute ça, je peux voir ici qu'il a fait un insert, puis je peux voir qu'il a rajouté une ligne. C'est ça qu'il me dit, là, c'est une manière raccourcie de le faire. Là. Fait que dans ma table client, j'ai maintenant une donnée, là, une donnée réelle. Ce n'est pas des métadonnées, c'est une pure donnée. Fait que comment est-ce que je fais pour savoir comment est-ce que je peux travailler avec ça? Comment savoir est-ce que la donnée est là? Hein, je vais aller la lire, la donnée. Fait que je peux utiliser la sélection. Hein, qu'on avait vu que de lire une donnée, le synonyme, c'est de la sélection. Donc, je peux utiliser des commandes, des requêtes comme un select qui dit va chercher dans le client qu'est-ce qu'il y a. Puis là, quand je l'exécute, je peux voir ici que ça me donne un résultat qui me donne, ben, OK, il y avait blablabla à l'intérieur, des choses comme ça. Donc, on a le select from client
qui me permet d'avoir les différentes informations. À partir de là, on peut commencer à rajouter un paquet de différentes données. Donnez-moi juste un instant, elles ne sont pas formatées. Fait que je peux insérer un paquet de données en même temps. Fait que, mettons, ici, j'insère d'autres clients. Puis, quand j'insère des comptes, hein, on n'oublie pas que je fais référence à des clients. Fait que là, j'exécute ça. Ça l'insère. OK? Puis, là, à ce moment-là, si je commence à vouloir voir le contenu de ça, en passant, il y a toujours d'autres manières de faire. Encore une fois, avec l'interface, je peux très bien... Bon, on va rafraîchir, puis on va aller... Je veux voir toutes les données. Hein, puis là, je peux voir toutes les données que j'ai insérées sont disponibles. Je peux voir aussi que lui m'a créé automatiquement la requête. Hein. En fait, c'est comme si moi je l'avais écrit et que j'ai pesé sur Play. C'est juste que c'est lui qui l'a fait pour moi. Fait que j'ai des données maintenant dans ma base de données. Mais il y a des choses intéressantes qui vont arriver là, par rapport surtout avec les contraintes d'intégrité. Donc, si je refais mon select étoile homme client, hein, je peux voir ici que j'ai mis différents clients, le blablabla. Là, ici, on a hein, le primary key qu'on a vu tantôt. Là. En fait, ça, c'est une manière d'identifier chacune des informations parce que c'est avec ça qu'on va utiliser la référence. Fait que là, si, admettons, j'essayerais d'insérer un autre client qui aurait le numéro 10, ça fuckerait mes affaires. Là. Parce que dans mes autres tables, quand je ferais référence au client numéro 10, ça ferait référence à comme 2 personnes en même temps. Hein? Fait que, il y a des contraintes qui vont être gérées par la base de données. Donc là, ici, j'essaye de mettre un autre client, mais qui a comme numéro de client le numéro 10. Quand j'essaye d'exécuter ça, erreur. OK? Le numéro de client qui est égal à 10, il existe déjà. Donc là, il n'a pas fait cette opération-là. Là. OK? Il l'a juste pas fait. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de garder l'intégrité de ma base de données. Que je sais que les données sont valides à l'intérieur. Si on veut aller chercher des informations, on peut, quand on fait de la sélection, OK, avoir des conditions dans nos éléments. Donc ici, je veux aller chercher les numéros de compte puis les soldes des comptes où c'est que le numéro de client est 10. Hein, donc là, ici, j'ai juste un slice de l'information. Là, hein? Parce que si on regarde compte, hein, on peut voir qu'il y a plein d'informations dans cette table-là. Là. Il y a 4 colonnes, il y a 5 lignes, mais moi, j'étais comme non, non, non. Moi, je veux seulement la colonne de numéro de compte, la colonne de solde, puis seulement pour les comptes où c'est que le numéro de client était 10. Il m'a juste sorti les informations que moi, je voulais spécifiquement. Donc ça va être super utile quand on va commencer à travailler sur l'analyse de données, sur du business intelligence, pour être capable de sortir des informations de la base de données qui ne sont pas directement des données, hein, mais qui vont être des choses inférées par rapport à ce qui est possible. On peut aussi être capable de modifier les informations. Donc, on a des commandes. Oh, il y a une question de Libéry. Ma question pour cette dernière opération, cette dernière requête que vous venez de le faire, vous avez demandé le numéro de compte et le solde pour un numéro de client qui commence par 10. Et si j'ai Qui bien est compris, 10. qui est 10. Et si j'ai bien compris, le numéro de client est un identifiant unique. Comment ça se fait qu'il a sorti 2 résultats? Ben ici, OK, bonne question. Fait que, il faut faire attention entre, hein, on a la table client.
hein, où on a dit effectivement que c'était une information identifiante. Donc, on a juste un client 10. Oui. Mais quand on regarde les comptes, À notre table avec notre identifiant. exactement, là, les comptes vont avoir un numéro de compte qui vont être d'autres identifiants, mais qui utilisent un identifiant, mais d'une autre table. Fait que lui, tu sais, le même client peut ouvrir Qui a plusieurs deux comptes. Exact. Tout à fait. Merci. J'ai confondu entre les deux. En fait. Ah, ben c'est correct, on commence. Puis j'ai même pas expliqué encore le principe de clé primaire puis d'identifiant. Fait que, tu sais, D'accord, merci beaucoup. Tout va bien. On peut aussi faire des mises à jour, hein, donc un update, une modification. Fait que dans le compte, on diminue le compte de 100, okay, donc un retrait, mettons, d'un numéro de compte spécifique. Okay, donc on peut faire ce genre de mise à jour-là. On peut aussi enlever des informations. OK, donc à partir de là, quand je vais exécuter ça, si je regarde une nouvelle fois les comptes, je peux voir que je n'ai plus le compte numéro 100, hein, qui était notre premier compte. J'en ai juste 4 maintenant, parce que j'ai délité ce compte-là. OK. Il y a aussi des informations qui font partie du dictionnaire de données. Hein? Donc, on disait quand on travaille avec notre base de données, on veut être capable de savoir c'est quoi, mettons, toutes les différentes tables qui existent. Fait que on a la possibilité d'aller chercher des informations que moi, je n'ai pas rentrées, là, mais qui sont juste toujours là. Ou en fait, que c'est des tables ou des données, hein, de métadonnées dans le dictionnaire des données qui sont toujours disponibles. Fait qu'on peut voir ici, on a nos différentes tables qui ont été créées, qui sont stockées dans les métadonnées de la base de données. Hein, fait qu'on peut aller chercher des informations dans les objets de la base de données sans avoir fait quelque chose de préalable. Là. Okay? Donc, c'est information schema.tables, c'est pas moi qui l'ai fait. Là. C'était automatique, ça venait avec. On va aller les voir aussi en temps et lieu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Excellent. Donc, là, ici, ce qu'on veut faire pour aujourd'hui, ça va être d'installer une base de données, puis d'être capable de l'avoir de fonctionnel et disponible. Donc, la base de données que nous, on va utiliser dans le cours, ça va être PostgreSQL. Okay? Donc, habituellement, juste nommé Postgres. Donc, le principe ici, c'est pour le restant de la journée, là, okay? Parce que là aussi, il va falloir downloader. Je sais que pas tout le monde qui a des connexions rapides. Là. On va installer puis on va s'assurer que ça fonctionne pour tous. Donc, je vais regarder avec vous la procédure d'installation. Je vais l'enregistrer. Pour chacune des options, je vais le noter dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Puis avec ça, on va être capable d'avoir une version fonctionnelle pour être capable de commencer à travailler avec des bases de données dans les prochaines périodes. Fait que on va vouloir télécharger cette affaire-là. Fait que si tu t'en vas juste sur le site que j'ai posté dans le chat, j'ai aussi mis le lien directement sur Leia. On peut aller dans la section de download. Donc, on a ensuite le système d'exploitation qu'on utilise, laquelle version que nous, on veut télécharger. Je vais assumer que la majorité de vous sont sur Windows, fait que c'est ça qu'on va aller regarder ensemble. Donc, quand on sélectionne
quelle version s'en va dans la version de Windows. On a un installateur qui est capable de tout gérer pour nous. Donc, on peut directement cliquer sur Download the Installer, blablabla, Certified, blablabla, pour toutes les versions. Fait que ça va nous apporter sur un site externe qui va nous donner une liste de toutes les différentes versions possibles qu'on peut télécharger. Fait que nous, ici, on est sur Windows. OK. Puis, on va vouloir télécharger la dernière version. Donc, on peut ici cliquer sur le petit icône en dessous de Windows x86-64. Puis, c'est la version 15.1. Donc, c'est le piton de download qui est le plus en haut à droite. Puis, ça nous fait télécharger un installateur de 300 mégaoctets qui va pouvoir nous servir à installer Postgres. Fait que je vais... Puis là, ici, si vous n'êtes pas rendu là, c'est pas si grave. Faites juste regarder. Je vais noter les différentes étapes. C'est à ça que ça sert en ce moment. Mais on va partir cet installateur-là. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Un instant, on va le laisser partir. Puis on va le regarder avec... Ok, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Attends, on va sortir quelque chose pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe ici. Donnez-moi juste un petit instant. Comme ça. Comme ça. OK. Fait que si on fait ça ici, vous devriez être capable de voir mon ma petite fenêtre de setup. Est-ce que c'est le cas? Oui, non. Oui. J'ai un thumbs up. Donc, ça ici, c'est... Attends, je vais même essayer de le mettre... un petit peu plus gros. Encore plus gros, pour qu'on puisse voir très bien qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe, c'est qu'on peut prendre la majorité des options par défaut, là, mais il y en a une ou deux qu'il va falloir faire attention. Donc, dans les Select Components, c'est pas grave si vous pèsez et que vous continuez, là, mais c'est juste plus facile. Dans les Select Components, on peut enlever le Stack Builder. Donc, le Stack Builder, on n'en a pas besoin, nous autres. Fait qu'on peut juste ne pas l'avoir directement. Ensuite, dans le Data Directory, ça va bien. Donc, ici, dans le choix du mot de passe, il ne faut pas l'oublier, là.
Sinon, il va falloir que tu réinstalles. Puis le nom d'utilisateur qui vient automatiquement avec, il s'appelle Postgres. Fait que c'est nous qui choisissons le mot de passe. Puis le nom d'utilisateur, c'est automatiquement Postgres. Fait qu'on peut sélectionner cet élément-là. Le port qui est sélectionné, on peut le laisser par défaut aussi. Ça aussi, on peut le laisser par défaut. Puis on peut passer à l'installation. Ça installe les choses. Ça peut prendre quelques minutes. Hugo, le Oui. port, on laisse 5432. Oui. OK. Puis, une fois que Calme. tout ça, ça va être installé, on va pouvoir aussi aller tester la connexion avec la même interface que je viens d'utiliser tantôt, mais ça va être un logiciel qui va avoir été installé directement sur votre ordinateur. Excusez-moi, local par défaut. Oui. Donc, OK. il y a seulement les options que j'ai dictées dans le chat qui changent. Sinon, toutes les autres options sont par défaut. C'est bon. Donc, on peut speedrunner nos ordinateurs, là, savoir lequel qui va avoir fini en premier. Il y a quelqu'un qui dit que ça fait redémarrer l'ordinateur par la suite. Si c'est le cas, vous pourrez rejoindre le Zoom par la suite sans problème. Alright. Fait qu'on est à la fin de ça. On peut cliquer sur Finish. Puis on a maintenant Postgres d'installer, puis qui devrait être fonctionnel sur notre ordinateur. On devrait avoir aussi
Laisse-moi vérifier de mon côté. Ouais, attends, je vais mettre ça. Comme ça. On va ça. Fait que après ça, si on s'en va voir le menu Windows, on devrait avoir à l'intérieur une nouvelle section pour Postgres. Puis à l'intérieur, il devrait y avoir le pgadmin 4, qui va être l'application. Fait que là, le principe, c'est que Postgres, il roule dans le background là, de l'ordinateur. Puis nous, on va regarder comment travailler avec, puis interfacer en utilisant pgadmin. Laissez-moi attendre que ça roule, puis vous montrer la fenêtre qui sort de là. OK. Donc, quand tu rouvres pgadmin, ça va te demander de mettre un master password pour cette application-là. Tu peux utiliser la même que tu as utilisée pour ta base de données, là. OK, parce que on n'en utilisera pas tant que ça, là. Mais le principe, c'est pour l'application, il y a un mot de passe. Puis là, après ça, pour la base de données, il y a un mot de passe. T'sais. Fait que ça peut être le même, considérant qu'on est en train d'utiliser la même chose. Puis à ce point-là, on est comme dans l'application de base qui est capable d'aller avoir des serveurs. Par défaut, il va détecter automatiquement. Donc ici, j'ai cliqué sur le petit onglet de serveur. J'ai une question de Larry, je ne sais pas si... Oui, en fait, ma question, parce que une fois que j'ai terminé l'installation et j'ai cliqué sur Finish, j'ai eu carrément une autre interface différente à vous. Il m'invite à This is Wizard. C'est Wizard, en fait. On dirait qu'il va décompresser quelque chose. Ici, si tu n'as pas décoché l'option de Stack Builder, c'est un deuxième installateur qui part. Tu peux fermer cet installateur-là, puis ça ne sera pas un problème. D'accord, ok. Je ferme alors. Je fais cancel. Exact. Merci. Ça devrait être ça, là, c'est le Blue Stack Builder, quelque chose de même qui... Ouais, c'est apparemment en parallèle une autre chose, ouais. Exact. Fait qu'il essaie d'installer d'autres choses que nous, on n'a pas besoin, puis c'est ça. Merci. Fait que quand on a ouvert... Oui. J'ai terminé l'installation, mais j'arrive pas à trouver l'application. Fait que dans ton menu démarrer, il devrait être dans un dossier qui s'appelle Postgres. Puis ça s'appelle pgadmin. Non, j'arrive pas à le trouver. Plus. Non. Au pire, on pourra regarder par la suite. Le principe, c'est que je vais vous montrer les dernières étapes. Puis après ça, je vais prendre le temps avec chacun de vous pour regarder chacun de vos écrans, puis ainsi de suite. Est-ce que Sheldon, c'est aussi une question de technicalité sur qu'est-ce qui se passe sur ton ordinateur? Ouais, c'est ça. En fait, moi, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui rouvre. Okay. C'est ça, on va le regarder par la suite. Je vais juste terminer les différentes opérations pour être certain pour que le monde à qui ça fonctionne, on va pouvoir passer à autre chose. Fait que le principe ici, c'est on a besoin de rentrer le mot de passe qu'on a seté. Tout devrait déjà être seté, hein, parce que ça a déjà été installé, puis tout le kit. Donc, il faut juste mettre le password qu'on a mis durant le setup. On peut aussi cliquer sur le Save Password pour être certain que ça reste.
On clique sur OK. Puis, si on arrive à cette fenêtre-là, où c'est que tu as le Postgres 15, tu as les databases, OK, tu as ici différentes métriques de la base de données, ben good job, tu viens de finir ton cours d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu voir dans les dernières secondes, plusieurs personnes ont différents problèmes techniques. Là, fait que moi, le restant de la période, je vais être là pour être capable de travailler sur chacun de vos problèmes techniques. Mais le but d'aujourd'hui, c'est une fois que vous arrivez à cette fenêtre-là de PG Admin qui est fonctionnelle, qui a les différentes métriques parce que vous êtes réussi à vous connecter, c'est que vous allez être capable de commencer à travailler avec ça à l'intérieur du cours sans problème. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Oui. On a fait plusieurs mots aujourd'hui, base de données, SGBD, SQL. Et c'est quoi ce PG admin? Ça c'est quoi? C'est l'ensemble ou... Fait que ça ici, si on fait référence à qu'est-ce qu'on a vu... non, c'est pas celle-là. Moi, je veux montrer celle-là ici, celle-là ici. Si on refait référence à notre élément de tantôt, on est en train de travailler avec ça ici. Donc, dans une architecture de client-serveur, on vient d'installer une SGBD sur notre ordinateur, là, fait que ce ne sera pas un serveur dans ce cas-ci. Hein, donc, ça ici, c'est PostgreSQL là, qui roule en background, c'est cette partie-là à droite. PGAdmin, c'est notre partie à gauche. C'est notre client, c'est notre interface qui va être capable d'envoyer des requêtes à Postgres. Postgres va être capable de nous répondre, puis nous, on va pouvoir voir le résultat de ces réponses-là. Donc, PGAdmin, c'est un client d'interface pour des SGBD. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. C'est une excellente question. Hein? C'est de faire le retour là-dessus, c'est une très bonne idée. Parfait. On va reprendre par contre ça ici. Donc, on a le principe de cette fenêtre-là qui nous dit que tout est beau. Pour le restant de la période, c'est là-dessus que je vais me concentrer, mais la partie magistrale va maintenant être terminée. Si vous avez réussi à avoir cette fenêtre-là, vous pouvez maintenant quitter le cours et avoir les 2 dernières heures de complètement libre. Nous, on se revoit officiellement demain matin à 8 heures. Donc, ça va être le même principe. Ça va être encore sur le Zoom. Il va y avoir une première partie théorique. Là, comme je l'ai dit, il y a une rencontre de probablement planifiée pour 10 heures d'une finissante qui va pouvoir parler de son parcours, qui répondre à toutes vos questions ou à certaines de vos questions pour le restant de cette période-là. Fait que pour ceux qui ont réussi à terminer, bienvenue en B04 langage de requête SQL. On se revoit demain matin. Pour ceux qui ont eu quelconque problématique, restez, là on va pouvoir comme partager vos écrans, regarder qu'est-ce qui se passe, puis travailler avec ça. Fait que bonne journée à ceux qui partent, à tout de suite à ceux qui restent.